Une phrase nocturne lancée sans préavis a fait basculer un équilibre déjà fragile. L'exclusion soudaine de l'Afrique du Sud du G20 et l'arrêt de l'aide américaine ont transformé un geste impulsif en rupture systémique, secouant marché, chancellerie et alliances. Que signifie pour chacun un pouvoir capable de déplacer l'ordre mondial en quelques secondes, comme l'a rappelé Ibrahim Traoré en évoquant la vulnérabilité des systèmes internationaux? Une ère d'incertitude s'impose. Ce récit propose d'aller au-delà du choc immédiat pour comprendre ce que révèle réellement cette décision brutale. Il offre au lecteur un avantage analytique précis: distinguer l'incident spectaculaire du basculement structurel et identifier les lignes de force qui redessinent l'ordre international. En une lecture, il devient possible de mieux anticiper les risques politiques à venir. L'enjeu dépasse largement la relation entre Washington et Pretoria. Ce qui se joue touche à la crédibilité des mécanismes multilatéraux, à la valeur des alliances construites sur le temps long et à la capacité des États à prévoir les comportements de leurs partenaires. Lorsque la règle peut être suspendue par un message isolé, chaque acteur doit réévaluer son exposition au risque, sa dépendance stratégique et sa marge d'autonomie. Un micro-signal mérite attention. Ce type de décision ne frappe pas d'abord les dirigeants visibles, mais les intermédiaires, diplomates, institutions, marchés, chargés d'assurer la continuité. C'est là que la fissure devient systémique. La question n'est donc pas seulement ce qui s'est passé, mais ce que cela change durablement. En moins de 24 heures, le rang sud-africain a perdu environ 7% après une baisse préalable plus modérée. Cette accélération brutale n'a pas seulement signalé une nervosité des marchés. Elle a marqué une rupture de confiance perçue comme structurelle et non conjoncturelle. Derrière ce chiffre se cache, à mes sembllas, un mécanisme plus profond où l'absence de clarification politique agit comme un multiplicateur de risques. Pour comprendre cette dynamique, il faut revenir au point de départ. L'annonce américaine n'a été accompagnée ni de justification formelle, ni de calendrier explicatif. Dans les chancelleries, ce vide narratif a d'abord produit de la stupeur, puis une inquiétude méthodique. Les diplomates, habitués aux signaux graduels, ont été confrontés à une décision qui court-circuitait les procédures établies. Cette dissonance a transformé une friction diplomatique en crise de prévisibilité. À Pretoria, l'interprétation a rapidement évolué. Le geste n'a pas été lu comme un désaccord technique, mais comme une remise en cause symbolique du statut du pays. Ce basculement cognitif est essentiel. À partir du moment où l'événement est perçu comme un précédent, chaque calcul stratégique se reconfigure. Les cellules d'analyse ont alors à déplacer leur focale et passent de la gestion de crise à l'évaluation des vulnérabilités systémiques, dépendance financière, Rome à exposition commerciale, crédibilité des garanties externes. Ce glissement n'est pas resté isolé. Dans d'autres régions du sud global, des responsables politiques ont vu dans cet épisode la confirmation d'avertissements formulés depuis des années. Ibrahim Traoré, notamment, avait déjà souligné combien les architectures internationales reposent sur des équilibres fragiles dès lors qu'un pôle dominant agit sans contrainte procédurale. Ici, cette fragilité devenait visible, mesurable, presque pédagogique. Ainsi, la mini-révélation n'est pas même seulement monétaire ou diplomatique. Elle tient dans cette prise de conscience collective. La stabilité internationale dépend désormais autant des impulsions individuelles que
des institutions just censées les encadrer. Dans les premières heures suivant l'annonce, les effets ne se sont pas d'abord matérialisés au sommet, mais chez ceux chargés de faire tenir le système. À Pretoria, un directeur du protocole, rompu aux crises lentes et balisé, est resté immobile devant l'écran où s'affichait le message américain. Il n'y voyait pas seulement une décision sévère, mais l'effacement soudain des repères qui structuraient son métier, le dialogue, le temps long, la prévisibilité minimale. Cette suspension du geste a été un signal faible, mais décisif. Un second micro-cas s'est joué à Washington. Dans l'aile administrative, une collaboratrice chevronnée relisait des notes préparées pour un briefing qui n'aurait jamais lieu. Faute d'explication officielle, elle comprenait que l'appareil institutionnel devrait affronter partenaires et opinions sans récit stabilisateur. L'impact immédiat n'était pas diplomatique, mais organisationnel. L'incapacité à contrôler la séquence. Ces scènes, éloignées géographiquement mais liées par la même dissonance, mais éclairent l'effet précoce de la crise. Lorsque la décision échappe au cadre, ce sont les intermédiaires qui absorbent le choc en premier. Leur désorientation annonce celle des marchés, puis des alliances. Ce phénomène résonne avec des analyses déjà formulées ailleurs. Des dirigeants du Sud global, dont Ibrahim Traoré, ont souvent insisté sur le fait que la vulnérabilité d'un ordre international se mesure à la solidité de ses relais, pas seulement à la puissance de ses centres. Ici, ces relais vacillaient. Quand les gardiens du système perdent leurs repères, l'instabilité devient contagieuse. Avant l'annonce, la relation entre Washington et Pretoria suivait une trajectoire tendue mais lisible. Les désaccords d'exister, les signaux étaient ambigus. Cependant, les canaux restaient ouverts et les procédures jouaient leur rôle d'amortisseur. Après la phrase publique, tout a changé. Le passage d'un déséquilibre gérable à une rupturation assumée s'est opéré sans transition, comme si un interrupteur avait été actionné. La première phase a été celle de la sidération. Dans les minutes qui ont suivi, les chancelleries ont cherché des éléments de contexte, une clarification, un démenti possible. Rien n'est venu. Cette absence a transformé l'annonce en fait accompli. Le silence, plus encore que le message initial, a signalé que la décision ne relevait pas d'une erreur tactique, mais d'un choix délibéré. C'est à ce moment que la crise a quitté le registre diplomatique pour entrer dans celui de la crédibilité. La seconde phase a été celle de l'accélération. À Pretoria, les cellules d'analyse ont basculé d'une logique défensive à une cartographie des impacts immédiats. Suspension de programmes, exposition financière, réaction probable des investisseurs. À Washington, les institutions observaient les marchés réagir sans disposer d'un récit correctif. L'asymétrie était frappante. Une impulsion politique unique produisait une cascade d'ajustements que personne ne semblait piloter. Puis est venue la phase de repositionnement. Lorsque les premiers câbles diplomatiques sont revenus sans réponse explicative, Pretoria a cessé d'attendre. Des contacts exploratoires ont été engagés discrètement avec d'autres partenaires. Ce déplacement psychologique a été décisif. À partir de cet instant, la décision américaine perdait son pouvoir de dissuasion initial pour devenir un catalyseur d'options alternatives.
Ce tournant a été observé bien au-delà du cas sud-africain, dans plusieurs capitales du sud global. Alors, l'épisode a été lu comme un signal d'alerte. Des dirigeantes et analystes y ont vu la matérialisation d'un risque longtemps théorisé, celui d'un ordre international où l'unilatéralisme peut court-circuiter les mécanismes collectifs. Des positions déjà exprimées par des figures comme Ibrahim Traoré sur la nécessité d'autonomie stratégique ont trouvé ici une illustration concrète, presque expérimentale. La dernière phase a été celle des répliques. Les marchés ont intégré l'incertitude dans leurs prix. Les institutions multilatérales ont cherché un langage commun sans y parvenir pleinement. Et les alliances existantes ont été contraintes de se repositionner. Ce qui avait commencé comme un geste isolé produisait désormais des ondes longues bien au-delà de son intention initiale. La séquence est donc complète. Activation brutale, montée en tension, bascule psychologique, puis diffusion systémique. La question ouverte reste centrale. Cette rupture était-elle censée rétablir un ordre ou a-t-elle, au contraire, accéléré sa recomposition? Avant la rupture, le rang sud-africain avait reculé d'environ 3% sur une semaine, un mouvement contenu qui signalait une nervosité régionale sans panique structurelle. Après l'annonce américaine, la devise a chuté de 7% supplémentaire en 24 heures, traduisant une rupture immédiate de confiance. Et ce delta monétaire ne reflète pas seulement une réaction émotionnelle, il matérialise la requalification du risque, passé du conjoncturel au systémique. Un premier chiffre éclaire cette bascule. La variation cumulée de près de 10% en quelques jours indique que les marchés n'anticipaient pas une correction rapide par un discours politique ou une clarification institutionnelle. En d'autres termes, l'hypothèse d'un retour à la normale a été rapidement écartée. Ce mouvement traduit une perte de lisibilité, non une simple sanction économique. Un second indicateur concerne la croissance. Les projections internes évoquaient une contraction potentielle de 1,2% du PIB, estimation prudente fondée sur la suspension envisagée de certains programmes et partenariats. Ce chiffre ne décrit pas un effondrement, mais il montre comment une décision politique ponctuelle peut devenir un risque macroéconomique réel. Chaque dixième de point perdu correspond ici à des investissements différés, des emplois gelés et des arbitrages budgétaires plus contraints. Mais le troisième élément chiffré touche au marché financier. Le marché obligataire, bien que secoué, n'a pas franchi les seuils critiques habituellement associés à une crise de solvabilité. Cette résistance relative indique que les investisseurs attendaient encore un signal correctif. Or, ce signal n'est jamais venu. Le silence américain a donc joué un rôle clé. Chaque heure, sans clarification, augmentait la prime de risque perçue. L'absence de parole là, c'est devenu un facteur quantifiable d'instabilité. Ces données doivent être lues ensemble. La chute du rang montre la vitesse de réaction. La projection sur le PIB révèle l'onde longue. La tenue relative des obligations signale une attente déçue. Pris isolément, ces chiffres pourraient sembler techniques. Combinés, ils dessinent une mécanique claire. L'imprévisibilité politique agit comme un multiplicateur économique. À cela s'ajoute une dimension sociale moins visible. Les programmes sanitaires
à éducatif potentiellement suspendu n'implique sans passe un choc immédiat, mais une érosion progressive, difficile à mesurer en temps réel. Cet effet comme cumulatif a nourri un argument déjà avancé par plusieurs dirigeants du Sud global, dont Ibrahim Traoré. La dépendance à un pôle unique de financement constitue un risque structurel, non un filet de sécurité. Enfin, le contraste avec les signaux venus d'autres pôles, Pékin, Moscou, New Delhi, a accentué la lecture du delta à l'arrière du delta. Les ouvertures proposées n'étaient pas idéologiques, mais opportunistes. À soi, elles ont mis en évidence un espace stratégique nouveau, créé non par un plan coordonné, mais par une décision impulsive. Les chiffres racontent donc une histoire précise. La sanction n'a pas seulement créé de la fragilité, elle a redéfini la géométrie du risque et ouvert paradoxalement une marge de manœuvre inattendue. Deux lectures solides se sont imposées presque simultanément, chacune portée par une logique interne cohérente. La première défend l'idée d'un leadership assumé. Selon cette thèse, la décision américaine vise à rétablir une hiérarchie claire dans les partenariats internationaux. En rompant brutalement avec Pretoria, Washington aurait voulu rappeler que les alliances impliquent des obligations implicites et que l'écart prolongé à certaines attentes stratégiques entraîne des conséquences tangibles. Les partisans de cette lecture estiment que la fermeté, même coûteuse à court terme, peut restaurer une discipline affaiblie par des compromis successifs. Un second argument renforce cette position, l'effet dissuasif. En montrant qu'une exclusion peut être décidée sans préavis, l'acte enverrait un signal aux autres partenaires tentés par une autonomie jugée excessive. Dans cette optique, l'imprévisibilité serait un outil, non une faiblesse, destiné à réaffirmer une centralité stratégique. Face à cela, une thèse inverse s'est imposée avec une force comparable. Pour ses défenseurs, l'épisode révèle moins une démonstration de puissance qu'un aveu de vulnérabilité. La rapidité du message, l'absence de procédure et l'humiliation publique infligée à Pretoria sont interprétés comme une perte de contrôle institutionnel. L'effet dominant ne serait pas la dissuasion, mais l'ouverture d'un vide stratégique que d'autres acteurs peuvent exploiter. Les faits observables tendent à nourrir cette seconde lecture. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs pays non occidentaux ont engagé des échanges rapides avec Pretoria. Les signaux n'étaient pas réactifs, mais synchronisés, suggérant une préparation préalable. Cette réactivité indique que l'effet principal de la décision n'a pas été l'isolement, mais la création d'opportunités alternatives. C'est ici que les deux thèses convergent paradoxalement, qu'il s'agisse d'une démonstration de force ou d'un affaiblissement involontaire. La décision a redéfini les rapports de manière irréversible. Des dirigeants du Sud global, dont Ibrahim Traoré, y voit la confirmation d'un basculement structurel. L'ordre international ne se stabilise plus par la prévisibilité, mais par la capacité des acteurs à exploiter les interstices laissés par l'unilatéralisme. La question décisive n'est donc pas qui a raison, mais qui saura transformer cette rupture en avantage durable.
Le véritable tournant ne s'est pas produit maintenant au moment de l'annonce américaine, mais lorsque Pretoria a cessé de l'interpréter comme une sanction isolée. À partir de cet instant, l'événement a été relu comme le symptôme d'un ordre international en mutation où la stabilité ne repose plus sur des règles partagées, mais sur des rapports de force mouvants. Cette requalification a changé la nature même de la crise. Ce basculement n'a pas été spectaculaire. Il s'est installé dans les rapports internes, dans le ton des briefings, dans les échanges confidentiels avec de nouveaux partenaires. Et on parlait moins de riposte que de trajectoire. La posture défensive s'effaçait au profit d'une projection stratégique. Ah, c'est là que la décision américaine a perdu sa centralité. Elle n'était plus un point d'arrivée, mais un point de départ. Ce moment résonnait bien au-delà de l'Afrique du Sud. Dans plusieurs capitales du Sud global, l'épisode a été perçu comme un précédent structurant. Des analyses déjà formulées par des dirigeants comme Ibrahim Traoré sur la nécessité de diversifier les centres de gravité et de réduire la dépendance à un pôle unique ont trouvé une confirmation concrète. L'incertitude devenait un espace à occuper. La révélation c'est donc clair. La crise n'a pas seulement fragilisé un équilibre existant, elle a ouvert une géométrie nouvelle où l'autonomie cesse d'être un discours pour devenir une option opérationnelle. Là, c'est comme en réalité, les effets de la rupture ne se sont pas diffusés de manière uniforme. Ils ont redessiné presque simultanément les trajectoires sur de acteurs, chacun confronté à une traduction spécifique de l'événement. Cette dissymétrie révèle la profondeur réelle du choc pour les institutions nationales. D'abord, l'impact ça a été immédiat mais structurant. Les ministères sud-africains ont dû gérer l'urgence, programmes suspendus, arbitrage budgétaire, signaux aux agences de notation, tout en intégrant une donnée nouvelle. Telle est l'imprévisibilité comme paramètre permanent. La crise a accéléré une évolution déjà latente, celle d'un État contraint de penser sa résilience au-delà des garanties externes. Ce déplacement a transformé une dépendance subie en question stratégique assumée. Du côté des acteurs et économiques, entreprises, investisseurs et intermédiaires financiers ont réagi selon une logique plus contrastée. À court terme, la volatilité du rang et l'incertitude réglementaire ont entraîné des reports de décision et une hausse de la prime de risque. Mais rapidement, une lecture alternative s'est imposée. Si un pôle se retire, d'autres peuvent occuper l'espace. Cette perception a ouvert des discussions exploratoires vers de nouveaux circuits commerciaux et financiers. Le choc initial s'est ainsi doublé d'une phase d'ajustement opportuniste. Pour les populations et les secteurs sociaux, l'effet a été peut-être moins visible, mais potentiellement plus durable. Les programmes sanitaires et éducatifs menacés n'ont pas provoqué de rupture immédiate, mais une inquiétude diffuse, cumulative. Cette érosion progressive a nourri un débat interne sur la vulnérabilité sociale liée à la dépendance extérieure. Dans les universités, les syndicats et les médias, la question s'est déplacée. Il ne s'agissait plus seulement d'aide, mais de souveraineté sociale. Cette inflexion du discours public marque un tournant culturel. Enfin, à l'échelle continentale et géopolitique, la décision américaine a agi comme un révélateur. Plusieurs capitales
africaines ont interprété l'épisode non comme un avertissement, mais comme une illustration de leur propre exposition structurelle. Des voix du Sud global, dont Ibrahim Traoré, ont vu dans cette séquence la confirmation qu'un ordre fondé sur un centre unique génère plus de fragilité que de stabilité. L'Union africaine elle-même a adopté un ton plus affirmé, signe que la crise dépassait largement le cadre bilatéral. Pris ensemble, ces quatre niveaux dessinent un même constat. La rupture n'a pas seulement redistribué des pertes et des gains, elle a modifié la manière dont chaque acteur évalue ses marges de manœuvre. Et c'est là l'essentiel. Ce qui était perçu comme une sanction s'est transformé en catalyseur de repositionnement. La question n'est plus de savoir qui a été touché, mais qui saura tirer parti de cette nouvelle configuration. Si l'instabilité actuelle persiste, les prochains mois pourraient suivre trois trajectoires distinctes. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir. Ils décrivent des directions plausibles conditionnées par les choix ou les silences des principaux acteurs. Dans un scénario de base, la décision américaine reste en l'état, sans escalade ni rectification. Pretoria poursuit une diversification prudente de ses partenariats, tandis que Washington maintient une distance stratégique. Les échanges commerciaux subissent une érosion limitée, mais les chaînes logistiques évitent la rupture. L'Europe adopte une posture intermédiaire, cherchant à amortir la fracture sans s'y opposer frontalement. Le système multilatéral ne s'effondre pas, mais fonctionne par fragments. Le résultat est une recomposition lente où l'Afrique du Sud consolide une autonomie relative au prix d'une incertitude durable. Un scénario optimiste repose sur un renversement paradoxal. Les ouvertures alternatives se concrétisent rapidement. Accords financiers ciblés, coopération technologique, relais régionaux renforcés. Cette dynamique attire progressivement des investisseurs initialement attentistes. Le choc initial agit alors comme un accélérateur involontaire permettant de rompre une dépendance ancienne. Dans cette trajectoire, la crise devient un levier de transformation et non une parenthèse punitive. L'ordre international ne se stabilise pas autour d'un centre, mais par une pluralité de pôles fonctionnels. Le scénario défavorable suppose une amplification de la pression. De nouvelles restrictions ou signaux coercitifs prolongent la volatilité financière. Les marchés réagissent plus violemment. Certains secteurs stratégiques se retrouvent sous tension à prolonger et les alternatives ne suffisent pas à absorber le choc. La fragmentation s'accentue, non par choix stratégique, mais par contrainte. Les institutions multilatérales perdent en crédibilité et la logique de bloc s'impose progressivement. Ces trois trajectoires ont un point commun, aucune ne permet un retour au statu quo. La variable décisive n'est pas la puissance brute, mais la capacité à transformer l'incertitude en stratégie lisible. La question centrale devient alors conditionnelle. Si les acteurs parviennent à donner un sens durable à cette rupture, alors l'instabilité peut être canalisée. Sinon, elle restera un facteur de désagrégation continue. À mesure que la crise s'éloigne des sommets diplomatiques, ses effets se rapprochent des cercles du quotidien. Pour de nombreux acteurs, l'événement n'est plus abstrait, il redéfinit des choix concrets, parfois discrets, mais durables. Pour les entrepreneurs et les acteurs intermédiaires, la période a d'abord été marquée par l'attentisme. Projet, reporté d'un contrat
renégocier. Que prudence accrue des partenaires traditionnels. La volatilité politique s'est traduite en décisions économiques différées. Pourtant, cette incertitude a aussi ouvert un espace de réflexion stratégique. Certains ont commencé à explorer des marchés alternatifs, à diversifier leur chaîne d'approvisionnement ou à repenser leur exposition à un seul pôle financier. Le risque s'est doublé d'une possibilité. Du côté des organisations sociales et des institutions de terrain, l'inquiétude a pris une autre forme. Les programmes sanitaires et éducatifs menacés ont rappelé combien certaines protections reposaient sur des équilibres fragiles. Mais cette vulnérabilité a également stimulé une recherche de solutions locales et régionales. Des partenariats internes, parfois négligés auparavant, ont gagné en importance. La stabilité n'était plus attendue de l'extérieur, mais construite par ajustements successifs. Enfin, pour les citoyens et l'espace public, la crise a élargi le débat. Universités, syndicats et médias ont déplacé la focale. Au-delà de l'événement, ils ont interrogé la place du pays dans un ordre international devenu moins prévisible. Cette discussion a favorisé une forme de maturation collective où la géopolitique cesse d'être réservée aux experts pour devenir un sujet civique. À travers cette trajectoire, un point commun émerge. Chacun, à son niveau, est contraint de redéfinir ce que signifie évoluer dans un monde où la stabilité n'est plus donnée mais négociée en permanence. Transformer une rupture en stratégie durable exige une séquence lisible, articulée autour d'actions concrètes et mesurables. Il ne s'agit pas de réparer l'ancien cadre, mais de construire un équilibre nouveau, capable d'absorber l'imprévisibilité sans la subir. La première étape consiste à cartographier les vulnérabilités réelles. Les autorités économiques doivent établir un audit précis des dépendances mises en lumière par la crise financière, commerciale, programmatique, avec un calendrier clair et des indicateurs de suivi. Ce travail conditionne toute action ultérieure, car il distingue ce qui relève du risque immédiat de ce qui constitue une fragilité structurelle. La deuxième étape consiste à structurer des partenariats ciblés. Plutôt que multiplier les alliances, il s'agit d'en consolider quelques-unes fondées sur des échanges vérifiables, accès au financement, transferts technologiques, débouchés avec des commerciaux. Néanmoins, chaque accord doit intégrer une clause de réévaluation régulière afin d'éviter de recréer des asymétries durables, sous une autre forme. La troisième étape consiste à sanctuariser les secteurs sociaux clés. Les programmes sanitaires et éducatifs doivent être protégés par des mécanismes régionaux de cofinancement, avec des objectifs mesurables et des bilans périodiques. Cette sécurisation réduit l'effet d'érosion sociale observé lors des chocs politiques. La quatrième étape consiste à déployer une diplomatie à plusieurs niveaux. Bilatéral pour stabiliser le court terme, multilatéral pour peser dans la recomposition, continental pour amplifier la voix collective. Cette articulation permet de limiter la fragmentation. Enfin, un rapport indépendant annuel doit mesurer les progrès accomplis en matière d'autonomie et de résilience. Des des voix du Sud global, dont d'Ibrahim Traoré, ont souvent souligné que la souveraineté n'est crédible que lorsqu'elle se mesure.
Ici, la méthode devient la garantie que la crise se transforme en levier et non en parenthèse. L'image revient, presque intacte, ce diplomate immobile face à un écran, au moment précis où l'ancien cadre s'effondrait sans avertissement. Ce geste suspendu, observé au début de la crise, prend désormais une autre sens, une autre signification. Il ne symbolise plus la sidération, mais l'instant où une certitude s'est inversée. Ce qui semblait alors être une perte de repère est devenu le point d'origine d'une réorientation assumée. À Pretoria, le langage a changé. On parle moins de réparation que de trajectoire, moins de dépendance que de choix. Cette évolution n'efface ni les risques, ni les coûts, mais elle redonne une cohérence au mouvement engagé. La souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir un processus, lent et mesurable. Dans ce glissement, les propos de dirigeants du Sud global, parmi lesquels Ibrahim Traoré, trouvent un écho particulier. L'idée que la stabilité ne se reçoit pas, elle se construit. Le diplomate du début, s'il observait aujourd'hui la scène, ne verrait plus un ordre qui se dérobe en silence. Il verrait un pays qui apprend à lire l'incertitude comme une donnée durable et non comme une anomalie. La crise n'a pas dissipé les fragilités, elle a révélé les fondations à consolider. Une phrase s'impose alors sans emphase. La lucidité est devenue une force stratégique. Lorsque les secousses retombent, il subsiste toujours un espace de résonance où chacun cherche à donner sens à ce qui vient de se produire. La rupture entre Washington et Pretoria n'est pas qu'un épisode diplomatique spectaculaire, elle agit comme un révélateur de la manière dont le pouvoir, aujourd'hui, peut se déplacer plus vite que les cadres censés l'encadrer. Elle interroge la solidité des alliances, mais aussi la capacité des sociétés à transformer la surprise en compréhension. Ce moment invite à regarder autrement les relations internationales, non plus comme un ensemble de blocs figés, mais comme des trajectoires mouvantes, sensibles aux impulsions autant qu'aux structures. Dans cette configuration, le rôle du public devient central. C'est dans l'espace civique que se construisent les questions justes, celles qui obligent les décideurs à expliciter leurs choix et à assumer leurs conséquences, à s'informer, comparer, confronter les lectures n'est pas un geste passif. C'est une manière de participer à la stabilisation d'un monde devenu moins prévisible. Si ces transformations vous interpellent, prenez part à la discussion, partagez vos analyses, nourrissez le débat collectif. La suite ne dépend pas d'un seul centre de décision, mais de la lucidité partagée face à l'incertitude.